Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à la MC2 de Grenoble pour une Voix est libre exceptionnelle. La Voix est libre, l'émission politique de France 3 Alpes. Nous avons en effet installé nos caméras ici sur la scène du Grand Amphithéâtre pour 1h20 de débat avec les principales têtes de liste candidates à l'élection municipale de Grenoble. Ce sera d'ailleurs la première fois qu'elles débattront en présence de public et surtout en direct. Qui dit direct dit aujourd'hui bien entendu réseaux sociaux. Alors pour nous suivre, le @F3 Alpes des étudiants de sciences politiques sont ici chargés de tweeter tout au long de cette émission. Et puis à l'inverse, pour nous envoyer vos réactions et vos questions, eh bien c'est le hashtag LVEL Alpes. Avec moi pour présenter cette émission, Léopold Strajnik, rédacteur en chef de France Bleu Isère. Léopold, bonjour. Bonjour Christian. On va commencer cette émission par un rappel rapide du contexte général de cette élection municipale de Grenoble. Et pour cela, Christian, avec nous sur ce plateau, notre politologue Simon Labouré, enseignant à Sciences Po Grenoble, et Philippe Gonnet, journaliste au Dauphiné Libéré, spécialiste de la vie politique grenobloise. Bonjour messieurs. Alors à Grenoble, une page se tourne, c'est la fin de l'ère d'Esto, après avoir passé 19 ans à la mairie de Grenoble. C'est un record, voilà qui aiguise, semble-t-il, les appétits, Simon Labouré, parce qu'il y a, et là encore c'est un record, 9 listes en compétition. C'est un record, mais on a eu déjà par le passé une offre électorale abondante, en 95, en 2001. On peut même dire qu'il y a une offre qui peut manquer cette fois-ci, c'est une offre de go-citoyenneté, par exemple, qui avait l'habitude à d'autres scrutins de présenter des listes. Donc il y a un nombre plus important de listes, mais à nuancer toutefois. Et puis il y a surtout un vide, c'est l'absence de Michel Destau notamment, et une notoriété plus faible des autres candidats qui se présentent à cette élection. Alors quelles sont les chances de ces candidats ? Jeudi, un sondage Ipsos Steria réalisé pour France 3 Alpes a placé donc Jérôme Safar en tête, avec 34% des intentions de vote, suivi d'Éric Piolle, donc 26%, Mathieu Chamussy, 22%, Mireille Dornano, Front National, 9%, et suivait Philippe de Longevial, 5%, Denis Bonzi, 2%, Catherine Brun, Lot Ouvrière, 1%, comme Lassène Benmaza, 1%. Il y a une 9e liste soutenue par le Parti ouvrier indépendant mené par Maurice Collia, mais au moment du sondage, elle n'était pas identifiée. Simon Labouré, pas une surprise, aussi une surprise de l'écart entre Jérôme Safar et Éric Piolle ? Non, en tout cas, le premier enseignement du sondage, c'est le niveau global de la gauche, 61% au premier tour, et puis selon les différentes configurations au second tour, entre 61 et 63% en duel, et en triangulaire, là aussi, une nette avance pour le candidat donc, du Parti Socialiste, Jérôme Safar, 42%, donc il emporterait assez facilement. Donc ce que montre ce sondage avant tout, c'est que la gauche est solide à Grenoble, c'est pas une surprise, c'est la 6e ville la plus à gauche, si on prend l'élection présidentielle de 2012 sur ce type de catégorie, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants, dans une ville où la gauche a progressé considérablement depuis les années 90. Jusqu'aux années 90, la ville était un peu plus à gauche que la moyenne nationale, mais pas tant que ça, donc elle était relativement gagnable pour la droite. Depuis les années 90, l'évolution est vraiment vers la gauche de plus en plus, 64% pour François Hollande à la présidentielle de 2012, l'écart est considérable. Alors, si on compare à d'autres villes dans l'agglomération, notamment les villes de la ceinture rouge, Saint-Martin-d'Air et Chirol, on voit que Grenoble a rattrapé ces villes-là en termes de rapport de force gauche-droite. Donc vraiment, on a une ville qui est moins compétitive, qui ressemble de plus en plus à une terre de mission pour la droite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a plus aucune chance, mais en tout cas, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Alors c'est pas quelque chose qu'on voit, qui est spécifique à Grenoble, on voit ça dans toutes les grandes villes de ce type, Paris, Lyon, Strasbourg, une poussée de la gauche depuis des années. Des raisons sociologiques à ça, et puis aussi des raisons de motivation de vote. L'écologie, l'antiracisme sont des choses qui sont de plus en plus importantes dans le choix des électeurs dans ce type d'endroit. Alors après cette analyse du score de la gauche, l'analyse du score de la droite, on le dit faible, mais en fait, elle est à son niveau, la droite, à Grenoble ? Alors elle a son niveau, elle progresse par rapport à 2008 par exemple, où le total gauche au premier tour était de 72%. Alors c'est vrai que le MoDem était à cette époque-là allié au Parti Socialiste, il n'y avait pas de liste Front National, donc on voit quand même une petite progression, mais relativement limitée. Alors pourquoi ? Une des hypothèses, c'est que pour une partie des électeurs insatisfaits de François Hollande ou insatisfaits de la gestion actuelle, eh bien vous avez une alternative à l'intérieur même de la gauche. Et donc vous n'êtes pas obligé de franchir l'opposition gauche-droite qui est relativement coûteuse d'un point de vue psychologique. Et donc vous pouvez rester là-dedans et donc aller notamment sur la liste d'Éric Piolle. Donc c'est un élément. On a beaucoup parlé d'un possible effet repoussoir d'Alain Carignon. Au premier tour, il n'est pas très net puisque les autres listes dans le sondage, en tout cas, font des scores relativement faibles. Les autres listes qui pourraient recueillir des électeurs de droite insatisfaits d'Alain Carignon. Ça pourrait plus jouer par contre au second tour peut-être, puisque quand même là, plus de 60% pour la droite, on voit que les reports se font très bien. Justement, les enseignements de ce sondage sur le second tour, notamment dans le rapport de force PSVR ?
Alors, ce qui est important, c'est que, prenons le premier tour déjà, on voit que l'écart est significatif en faveur de Jérôme Safar, 8 points. Il n'est pas irrattrapable dans l'absolu, le vote n'est pas encore tout à fait cristallisé, il y a des marges d'erreur, il reste néanmoins significatif, mais ce qui est aussi significatif, c'est le second tour. C'est-à-dire que l'un des enseignements du sondage, c'est que, au fond, Jérôme Safar n'est pas obligé de fusionner, a priori, avec la liste d'Éric Piolle pour l'emporter, et donc ça a un élément très important. Il pourrait y avoir de nouveau la configuration de 2008. Philippe Gonnet, on l'a dit, vous êtes journaliste politique au Dauphiné Libéré. Michel Destau ne se représente pas, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau maire, une nouvelle équipe. Est-ce que ça crée une ambiance particulière dans cette campagne que vous couvrez ? C'est incontestablement une page de l'histoire locale qui se tourne. La question après, c'est de savoir est-ce que cette page qui se tourne a vraiment passionné le grand public. On peut d'autant plus en douter, me semble-t-il, que Michel Destau a tardé à prendre sa décision, espérant un poste ministériel qui n'est pas venu. Et après, autre facteur, c'est le déficit de notoriété sans doute de ces prétendants, puisqu'aucun, à part Denis Bonzi, mais un peu plus loin que Grenoble, n'a jamais été élu sur son nom propre, toujours sur des scrutins de liste. C'est le cas de Jérôme Safar, d'Éric Piolle, de Mathieu Chamussi ou encore de Mireille Dornano pour le Front National. Les écologistes et le Rassemblement citoyen ont montré une réelle envie avec leur local en centre-ville notamment, mais au-delà du microcosme, on ne peut pas vraiment parler d'effet de passion. Alors si je vous comprends bien, la campagne n'est pas spécialement animée. Ça contraste avec la pré-campagne. On se souvient notamment de l'épisode rocambolesque des primaires à droite. C'est vrai qu'en lançant ce qu'elle avait appelé les primaires du changement, l'UMP a un temps fait illusion. Qui allait sortir du chapeau, qui allait conduire les listes de droite. Je me souviens d'ailleurs d'un débat à la Maison du Tourisme de Grenoble, qui n'était pas le premier, où Alain Carignon, très précisément interrogé sur cette question, avait dit qu'il n'avait pas encore pris sa décision, s'il briguerait ou pas la tête de liste. Des candidats sont entrés, des candidats sont sortis, Denis Bonzi est toujours resté, et puis la montagne a enfin accouché d'une souris. On peut dire que ça fait pchit, un peu plus trivialement. Alors si on regarde les résultats et si on écoute ce Simon Labouré, Grenoble est une ville ancrée à gauche, de plus en plus et depuis un certain nombre d'années, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs l'équipe sortante de s'opposer, socialiste, de s'opposer aux écologistes. Alors la vraie question c'est peut-être, sont-ils capables de se réconcilier et de gouverner ensemble, d'après vous ? Votre question me fait penser à une phrase d'Alfred Grosser, un politologue que j'aime bien, qui disait « Je passe mon temps à expliquer ce que j'ai été incapable de prévoir ». C'est une question de deuxième tour. Pour l'instant, on est dans une logique de premier tour. Et les choses étant ce qu'elles sont, et Grenoble ce que nous savons, on est plus dans une configuration de primaire des gauches, plutôt que de la gauche. On est plus dans une configuration de primaire des gauches aujourd'hui à Grenoble. Rappelons que toutes choses comparables comparées, lors des dernières régionales et des dernières européennes, donc des scrutins de liste, les écologistes sont arrivés en tête par rapport aux socialistes dans le cadre des 6 cantons de Grenoble, les socialistes gardant les 5 et 6 qui sont les plus peuplés. Philippe, oui. Et alors après, pour finir de répondre à la question de Léopold, il est vrai que les écologistes siégeaient dans la minorité au conseil municipal, à quelques centaines de mètres de là, dans la majorité au département. Je pense qu'il y a une cristallisation sur des questions de personnes avec Michel Destau. Michel Destau n'étant plus là, Jérôme Safar et Éric Piolle étant de la même génération, il y a une possibilité d'ouverture. Et ben justement, on verra ça au cours de cette émission. Philippe Gonnet, Simon Labouré, je vous remercie beaucoup. Il est temps d'accueillir maintenant nos invités pour ouvrir ce débat. Les 6 personnes placées en tête dans ce sondage. Donc par désordre d'ailleurs, Jérôme Safar, donc PSPC d'Hiver Gauche, actuellement premier adjoint de Michel Destau, également conseiller régional. Éric Piolle, Europe Écologie Les Verts, parti de gauche, conseiller régional. Mathieu Chamussi, UMP-UDI, leader de l'opposition municipale à Grenoble. Mireille Dornano, Front National, conseillère régionale, présidente du FN sur l'Isère. Philippe Delangevial, donc soutenu par le MoDem, membre de la majorité sortante, adjoint à l'urbanisme. Denis Bonzi, la formation Nous Citoyens, de retour en politique après avoir été dans les années 80 adhérent au RPR et puis directeur de cabinet du maire de l'époque Alain Carignon, également aussi conseiller régional et général. Messieurs, bonjour. Premier thème, la sécurité. Oui, bonjour à tous. La sécurité, vous le savez, c'est une préoccupation des Grenoblois et notamment des commerçants. Avant de vous entendre sur vos propositions, on va parler de la vidéosurveillance, on va parler de la police municipale et de ses missions, de ce que vous en attendez. Je vous propose d'écouter un témoignage, celui d'Anne-Marie Gallo.
qui est bijoutière à Grenoble-Courberia. Oui, Madame Gallo, merci de participer à cette émission. On avait voulu avoir un témoignage direct de quelqu'un confronté à l'insécurité. Et vous l'avez été vraiment confronté puisque vous avez été braqué 4 fois dans votre bijouterie. Concrètement, comment ça s'est passé ? J'étais donc braquée 4 fois en peu de temps, dont 3 fois en l'espace d'une année. Vous étiez présente sur les lieux, donc. J'étais présente sur les lieux. Donc la première fois, à l'ouverture de mon magasin, je me suis trouvée plaquée par 2 individus armés par terre. La deuxième fois, j'ai ouvert à un individu qui m'a braqué une arme dès que la porte a été ouverte. La troisième fois, j'ai 2 individus qui sont rentrés derrière une cliente, armés également. Et la quatrième fois, j'ai 2 individus qui sont arrivés en fin de journée, qui m'ont cassé toutes mes vitrines pour se servir. Vous avez installé dans votre magasin tout un système de protection. À l'extérieur, on va en parler, il y a de la vidéosurveillance maintenant ? Alors moi à l'intérieur j'ai fait tout ce qu'on m'avait conseillé de faire, donc caméra, j'ai des vigiles le matin, le soir, j'ai une porte qui ferme avec une gâche. Et par contre dans ma rue, non, je n'ai pas de vidéosurveillance puisque la mairie actuelle ne veut pas en mettre dans cette rue-là. Eh bien, on va voir justement, effectivement, dans ce débat sur les vidéosurveillances. Alors peut-être effectivement se tourner vers Jérôme Saffard. On sait, Jérôme Saffard, vous étiez en charge des questions de sécurité dans l'équipe sortante et que vous n'avez pas de tabou avec la vidéosurveillance. Donc d'ailleurs, dans votre programme, quand on regarde, vous souhaitez la renforcer. Alors peut-être une explication peut-être sur cette rue-là et ensuite sur les propositions que vous formulez. C'est-à-dire en gros, vous souhaitez renforcer la présence des caméras dans Grenoble. Oui, d'abord bonjour. Très clairement, ce que dit Madame Gallo, je le connais. La dernière intervention, d'ailleurs, a été aussi l'objet d'une intervention de la police municipale qui était sur place. Sur cette rue, le Courberia, parce que nous parlons d'un commerce sensible, il y a des commerces sensibles, nous avons aujourd'hui un projet d'implantation de 32 caméras supplémentaires pour arriver à 84 en fin d'année, dont le Courberia que nous ne traitions pas tant que les travaux n'étaient pas finis au niveau du cours Jean Jaurès. Donc il n'y a pas d'absence de volonté d'en implanter, il y a même plutôt un travail avec la Chambre de commerce, vos représentants, madame, au niveau des bijoutiers de l'Isère, avec qui nous travaillons beaucoup, et dans les rues piétonnes aussi, proches des commerces sensibles, parce que c'est là que la vidéosurveillance doit être présente. Dans tous les programmes, on note en faveur, des propositions en faveur de la vidéosurveillance. Madame Dornano, Monsieur Chamussi, vous-même, vous chiffrez même ces caméras. Oui, effectivement, pour la sécurité de Grenoble, qui est quand même la première des libertés, cette sécurité, nous avons dit dans notre programme que nous armerions la police municipale, 200 caméras donc, qui sont chiffrées à 4 millions d'euros sur 3 ans. 200 caméras supplémentaires, c'est ça ? Bien sûr, supplémentaires. Bon, moi, je voudrais quand même dire à Monsieur Saffard, parce que, bon, il faut quand même faire un état des lieux. À Grenoble, il y a 103 policiers, plus 10 armés la nuit. Mais en réalité, Monsieur Saffard, vous avez 40 policiers qui sont sur la voie publique. Par contre, vous avez 70 agents verbalisateurs pour mettre des PV. Ça, c'est beaucoup plus important pour vous, pour trouver de l'argent auprès des Grenoblois. Mais la sécurité, c'est autre chose, monsieur. Il faut savoir que la nuit, il y a 2 équipes de 2 voitures de 3 personnes la nuit qui sont de 19h30 à 3h30. Vous pensez que dans une ville de 157 000 habitants, ça suffit ? Voilà, et 15 personnes à l'administratif, 40 sur la voie publique, pardon. Madame Dornano, vous souhaitez doubler les effectifs de police municipale, ce qui est le cas d'ailleurs de Mathieu Chamussi également et de Denis Bondy. Si j'ai bien compris, vous ne me laissez pas terminer, c'est pas grave. Il faut répartir les temps de parole. Voilà, d'accord, merci. Si vous voulez bien, d'abord, ce que je voudrais dire quand on entend le témoignage de madame, c'est la démonstration qu'il y a une chose qui est insupportable dans le discours du politique de la gauche, c'est de parler du sentiment d'insécurité. Parce que madame, ce qu'elle a vécu, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et quand il y a des faits graves qui se déroulent dans de nombreux quartiers de la ville, les gens qui souffrent, ils ne sont pas victimes d'un sentiment, ils sont victimes
de l'insécurité. Et donc, je crois que c'est important que les gens entendent qu'il y a des responsables publics qui constatent qu'ils ne sont pas hors sol, claquemurés dans leurs bureaux, mais qui entendent la réalité de la vie des gens. Premier élément. Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que bien sûr, les moyens, c'est important. Bien sûr qu'il faut développer la vidéosurveillance parce que ça marche. Il ne faut pas en mettre 19 comme cela a été fait. À quelle règle il doit obéir Pardon ? À quelle règle doit obéir cette implantation de caméras de Mais vidéosurveillance? d'abord, et c'est vrai, il est important que les Grenoblois sachent combien il y en a, parce que M. Safar cite un chiffre, la Gazette des communes en cite un autre, et l'expérimentation de la ville, en réalité, elle repose sur 19. Donc le fait que les Grenoblois sachent combien il y a de caméras de vidéosurveillance, où elles sont installées, me semble évidemment un droit, un devoir élémentaire. Mais au-delà, ce que je veux dire, c'est que s'il y a bien une place pour la volonté politique, c'est en matière de sécurité. Et c'est ce qui a manqué, au fond, au cours de ces 19 dernières années. M. Safar en sait quelque chose, puisqu'il est le responsable de la situation actuelle. Denis Bonzi. Dans l'agglomération, vous avez en réalité 3 territoires. Vous avez les territoires qui ont peur, les territoires qui ont mal et les territoires qui ont peur d'avoir mal tout de suite, quelques semaines après. C'est une réalité que nous ne pouvons pas maintenir. Ça suppose des réformes immédiates au niveau des moyens, mais ça suppose surtout des réformes bien plus durables. L'emploi, la réinsertion, la proximité, la médiation. Avec les caméras de surveillance, on a évoqué un peu l'armement. Philippe de Langeval, dans votre programme, vous n'êtes pas pour l'armement de la police municipale? Si, je ne suis pas contre l'armement de la police municipale, simplement savoir quelle mission on donne à la police. La question du nombre de caméras, du nombre de policiers, tout ça, c'est une question qui est importante, mais la réalité, c'est combien on a effectivement de présence sur le terrain. Aujourd'hui, quand vous appelez la police le soir ou la nuit, souvent ils ne répondent pas. Et quand ils répondent, ils ne viennent pas. Ce que les gens attendent, c'est une présence parce qu'ils ont d'autres... C'est du dysfonctionnement Non, c'est parce qu'ils ont d'autres interventions plus importantes à faire ailleurs, sur des cambriolages, sur d'autres choses. Donc les gens ont le sentiment que de toute façon, quels que soient les moyens mis en œuvre, quand ils appellent, on ne répond pas à leurs demandes. Donc la vraie priorité aujourd'hui, c'est vrai, des caméras de vidéoprotection. Je préfère parler de vidéoprotection, de vidéosurveillance, parce que la surveillance, en fait, elle est partout. Vous en avez sur les autoroutes, vous en avez dans les supermarchés, vous en avez partout, les caméras dans le tram aussi. Ça ne gêne personne aujourd'hui. Deuxièmement, il faut que quand les gens appellent, que ça soit à 14h, que ça soit à 3h du matin, quel que soit le moment, ils aient une réponse. Et une réponse précise, et si le sujet le nécessite, une vraie intervention. Après, que les policiers soient armés ou non, c'est important, parce que si effectivement on les envoie dans des missions d'intervention qui sont des missions périlleuses, il faut qu'ils aient la capacité de se défendre, c'est absolument indispensable. Éric Piolle, vous, sur l'armement, c'est hors de question, et vous êtes d'ailleurs également contre la vidéosurveillance. Je pense que la sécurité est un sujet sérieux, donc il faut sortir dans ce domaine-là des slogans et des coups d'éclat. Nous avons de fait le choix aujourd'hui de suivre la politique qui est mise en œuvre par exemple par Christian Estrosi dans la ville de Nice avec un nombre de caméras de vidéosurveillance important, ou bien de suivre le choix qui a été proposé par la maire de Lille, Martine Aubry, de la présence humaine. Et je pense que dans ce domaine-là, la présence humaine, qu'elle soit de la police, qu'elle soit des médiateurs, qu'elle soit des éducateurs, c'est bien de cela dont nous avons besoin. Il n'y a pas de majorité. Pas armée pour vous, hein. Il n'y a pas de majorité à Grenoble pour l'installation même de la vidéosurveillance, même dans les zones qui ont été expérimentées. Donc nous avons le choix de continuer à dépenser ces millions sur cet objet ou bien de renforcer la présence humaine, et c'est la proposition que nous faisons. Pour cela, il faut un maire à temps plein sur ces questions-là aussi. On arrive un petit peu au bout de ce thème-là. Je voudrais juste vous montrer une photo qui était parue dans le Dauphiné Libéré il y a quelques mois de ça. Puisqu'on parle d'insécurité aussi, on parle de drogue, de deal. Regardez, quand les dealers annoncent la fermeture exceptionnelle d'un point de vente, c'est carrément un coffee shop qui était dans le quartier Mistral. Est-ce que, Jérôme Safar, ce type d'affiche, c'est pas le symbole d'un échec? Vous voulez rire? C'est le symbole de la mise en place de la zone de sécurité prioritaire sur Mistral, qui fait qu'enfin la police nationale est revenue. Grâce à qui? À l'intervention du maire de Grenoble auprès de Manuel Valls avec moi. On mélange tout, les chiffres de la police nationale et ceux de la police municipale. Je veux dire deux choses. Celui qui a mis en place la vidéosurveillance sur Grenoble, c'est moi, de façon raisonnée. Celui qui a augmenté les effectifs de police municipale et qui a créé une brigade de nuit pour répondre aux désengagement massif de la police nationale sous le gouvernement de M. Sarkozy, c'est moi. Celui qui a créé la brigade cynophile pour lutter contre les problèmes de chiens, c'est moi. Vous l'avez entendu? Oui, c'est moi. Et c'est le travail que j'ai fait de façon raisonnée,
de façon très Je claire, pense qu'à ce moment-là, en les augmentant, Grenoblois s'il vous plaît, je seront vous ai d'accord avec entendu, l'idée que le les bilan de Grenoblois, la sécurité- s'il vous plaît, Sans- monsieur sans- Chamussy, sans- sans- en augmentant et les moyens humains et les moyens techniques, non pas pour lutter seulement contre le sentiment d'insécurité, mais parce qu'il fallait mener une politique de sécurité. Il faut quand même dire une chose. C'est que le quartier Mistral, c'est le plus petit quartier de Grenoble, 3000 habitants. C'est un rectangle de 500 mètres de long sur 150 mètres de large. Donc c'est la démonstration que, au fond, ce qui manque, effectivement, c'est la volonté politique. Parce que moi, je n'accepte pas l'idée que dans le plus petit quartier de Grenoble, l'ordre républicain ne règne pas. Et donc, c'est bien la démonstration, Vous l'avez accepté effectivement, pendant 10 ans. qu'il n'y a pas de volonté politique. Dont acte. Monsieur Chamussy, il faut quand même rappeler que si on a perdu 120 policiers nationaux Monsieur Safar à explique Grenoble, tout ce qu'il a c'est fait. bien Mais, de la Monsieur faute de Piolle, la droite qui Monsieur a Safar explique tenu tout un ce qu'il propos a à la fait. fois Eh extrêmement bien, velléitaire tout ce qu'il a et en fait fait a cassé Ne parlez produit pas les uns le sur les résultat autres. actuel. Je pense que C'est les- donc bien que c'est son Voilà. bilan. Les Il est positions- d'ailleurs le Monsieur premier Chamussy, adjoint au maire de s'il vous Grenoble plaît. en charge de la sécurité. Les En positions effet, des uns et donc, des autres sont c'est bien sa comprises. responsabilité. Si vous voulez qu'on avance dans l'émission, on va clore le thème de la sécurité. D'abord avec une interview d'une des trois autres candidats à ces élections qui ne sont non présents sur ce plateau. On commence avec la liste soutenue par le Parti ouvrier indépendant mené par Maurice Collia. 2 axes de campagne, le rejet de la réforme des rythmes scolaires et la sortie de la ville de la métro. Maurice Collia étant absent, eh bien c'est son numéro 3, Geoffroy Excoufon, qui prend la parole au micro de Jordan Guéant. Nous, on veut faire entendre la colère des travailleurs contre ce gouvernement Hollande qui est au service du grand patronat. Il a menti depuis 2 ans. Il a augmenté la TVA. Il n'arrête pas de donner des subventions par milliards sans aucune contrepartie aux grands capitalistes. De plus en plus de gens aujourd'hui sont dans la misère. Et donc cette politique, elle démoralise les travailleurs. Et elle fait le lit de la droite et de l'extrême droite, qui sont les pires ennemis des travailleurs. Donc nous, on veut absolument faire entendre une opposition ouvrière à ce gouvernement, une opposition qui relève le drapeau de la lutte des classes. Et on a un programme, on a des exigences qui devront être celles des luttes de demain. Et ces exigences, c'est d'abord l'interdiction des licenciements. C'est la répartition du travail entre tous sans perte de salaire. C'est évidemment l'augmentation des salaires avec leur indexation sur les prix. Indexation d'ailleurs de toutes les pensions, de toutes les allocations. Et puis c'est l'ouverture des comptes des grandes entreprises parce qu'on verra là qu'il y a des milliards et qu'il y aurait de quoi financer ces mesures. Mille excuses pour cette intervention de Magnéto. Vous avez bien entendu reconnu Catherine Brun qui mène la liste Lutte ouvrière et donc 7e donc, tête de liste candidate sur la mairie de Grenoble. On passe donc au 2e thème, l'urbanisme et le logement. Oui, alors on a décidé de vous entendre sur cette question de l'urbanisation qui fait débat. On entend même parfois le terme de bétonisation. Alors, faut-il encore densifier l'habitat à Grenoble? Est-ce qu'on est allé trop loin? Peut-être se tourner vers Philippe de Longuevial. Vous êtes l'adjoint en charge justement de l'urbanisme dans l'équipe sortante. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Il y a eu beaucoup d'opposition à un certain nombre de projets d'urbanisme. Il y a toujours des oppositions en matière d'urbanisme. Il y a une discipline qui est controversée, c'est bien celle-là. L'urbanisme, ça consiste d'abord à permettre aux gens d'habiter dans une ville. C'est pour ça qu'on construit des logements. J'étais hier en porte-à-porte dans un nouveau quartier de Grenoble, le Clos des Fleurs. Il y a 400 familles qui sont installées ces 2 dernières années. Ces familles, elles sont contentes d'être là. Elles ne se plaignent pas de l'urbanisation de la ville. Juste Philippe de Longuevial, moi j'ai des chiffres. Il y a 3 projets, l'Esplanade, la Presqu'île et Flaubert. Si je fais le calcul des logements, c'est 8000 logements. Est-ce que Grenoble a autant besoin de logements? Non, c'est pas tout à fait 8000 logements, et d'une part, et d'autre part, c'est sur 15 ans. Donc si vous ramenez ça sur une durée de 15 ou 20 ans, puisque c'est des actes qui vont durer une vingtaine d'années, en réalité, vous avez très peu de logements. Une ville comme Marseille construit 5000 logements par an. Grenoble, aujourd'hui, on est à 750, 800 logements par an. Vous voyez la différence. Donc en réalité, cette question d'urbanisation et de bétonisation, c'est une question qu'il faut ramener aussi aux besoins locaux. Si vous laissez le bâti vieillir, se dégrader, vous avez dans une ville un bâti qui ne correspond plus aux usages de la population. L'accessibilité, le maintien des personnes âgées à domicile, les nouveaux modes de vie, tout ça, c'est important de pouvoir les amener dans une ville. Et sur la question de la densité, je voudrais juste lire une phrase de Madame Duflot, qui est ministre de l'Urbanisme et du Logement. Sur le sujet de la densité, nous avons un gros effort de pédagogie à faire vis-à-vis de nos concitoyens afin que la densification soit acceptée. Voilà ce que dit la ministre écologiste de l'urbanisme, parce qu'elle a compris qu'en France, il fallait 400 000 logements par an pour loger la population et qu'aujourd'hui, on y arrive difficilement. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, puisque Mathieu Chamussy, dans votre programme, vous, le projet L'Esplanade, on abandonne.
Bien évidemment. Comme dans le programme de Madame Dornano. C'est la première mesure que nous prendrons. C'est intéressant ce que dit M. Delongial, parce qu'en fait, il confirme une réalité. C'est que M. Piolle dit une chose et il en fait une autre, puisque ses alliés de l'ultra-gauche ont voté tous les documents d'urbanisme qui produisent la bétonisation. Le SCOT, le PLH, le PLU, c'était même un de vos amis qui était en responsabilité du plan local d'urbanisme. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le constat, c'est que Grenoble a 2 fois moins d'espace vert que la moyenne des grandes villes de France. C'est une réalité. Et un paradoxe, c'est qu'on n'a jamais cette majorité n'a jamais autant construit de logements à Grenoble et il n'y a jamais eu autant de logements vides dans Grenoble. C'est donc bien que l'effort, il doit être produit, s'il y a un effort à faire, c'est sur la rénovation de l'habitat existant, ce qui, entre nous soit dit, améliorera la qualité de l'air puisque les émissions de gaz à effet de serre proviennent à 40% de l'habitat et non pas bétonner la ville. Nous diminuerons d'1/4 l'effort de construction sur la ville de Grenoble au cours du prochain mandat et en même temps, nous aiderons chaque année 300 logements supplémentaires à être rénovés, ce qui fait que nous construirons moins et en même temps, l'offre de logements réels sur le territoire grenoblois sera améliorée. C'est notre engagement. Denis Bonzi, vous, votre position par rapport au projet d'esplanade, notamment, qui est peut-être à cristalliser vraiment la colère des riverains de ce quartier. Mathieu Chamussi dit, en gros, si je suis élu, on abandonnera ce projet. Votre position là-dessus? Exact, même position. Vous savez, on ne va pas bagarrer au niveau des chiffres comme tout à l'heure. Je crois qu'il faut aller à l'essentiel. Quelle est la fonction d'une ville? C'est le bien-vivre de ses habitants. Et le bien-vivre de ses habitants, ça suppose une ville à dimension humaine. Ça suppose que la nature réinvestisse la ville, la reconquiert. Et par conséquent, nous avons 3 mesures simples, pratiques. Abrogation du SCOT. Le SCOT est véritablement une monstruosité sur l'ensemble de l'agglomération. Il repose d'ailleurs sur un SCOT, c'est celui qui schéma de cohérence territoriale qui succède au schéma départementaux d'aménagement, au schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Et il a la fameuse formule de la dent creuse, comme si chaque espace libre avait vocation à être construit. Deuxième élément, en ce qui concerne les quartiers, contrat de quartier pour assurer la visibilité. Et troisième élément, un pourcentage annuel de reconquête de l'espace urbain par la nature. C'est donc une logique entièrement différente que celle des dernières années en matière d'habitat et d'urbanisme. Madame Dornano, dans votre programme, vous dites clairement pas d'autres villes neuves à l'esplanade. Voilà, c'est absolument, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense que l'esplanade, dans quelques années, deviendra une nouvelle ville neuve. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que la Villeneuve, autrefois, quand elle a été construite, c'était très bien. Il y avait beaucoup de bobos qui y habitaient. Mais à l'heure actuelle, la Villeneuve, personne ne veut plus y aller. Il y a des tas d'appartements qui sont vides. Et moi, ce que je voudrais, c'est aussi l'attribution des logements sociaux aux Grenoblois. Parce qu'à l'heure actuelle, vous avez des gens qui attendent depuis 2 ans des logements sociaux, des vrais Grenoblois. Et ceux qui arrivent ont tout de suite, eux, des logements. Et qu'est-ce qu'on leur propose uniquement à la Villeneuve dans des quartiers où ils ne veulent pas aller. Alors, je pense qu'il faut revoir l'attribution des logements sociaux avec beaucoup plus de transparence et en séance publique afin qu'il n'y ait pas des votes comme on le voit à la Villeneuve à 80% pour les socialistes. Moi, ça me pose question. Il y a beaucoup de clientélisme, figurez-vous. Alors, attendez, on peut-être sans doute... Voilà, Éric Piolle, quand vous entendez Mathieu Chamussi dire qu'il n'y a pas assez d'espace vert à Grenoble, j'imagine que ça vous réjouit parce que vous voulez planter 5000 arbres au cours de la mandature. Oui, je pense qu'effectivement, le retour de la nature en ville, surtout dans une ville comme Grenoble, est un point important. Sur la question de l'urbanisme, par contre, je pense que le problème numéro 1, ce n'est pas que dans le logement, les gens seraient contre le logement social. Le problème numéro 1, c'est qu'ils sont contre les grands projets imposés. Oui, c'est ce que j'ai relevé dans votre programme. Le problème majeur. La remise à plat de ces projets imposés de force. Ce que vous dites en gros, c'est qu'il n'y a pas assez de concertation avec les riverains. Et c'est vrai que quand on regarde vos programmes, vous semblez tous avoir pris en compte cette dimension de la démocratie participative. Oui, ce qui est sûr, c'est que la question de l'urbanisme à Grenoble aujourd'hui, c'est une question à la fois de logement pour les classes moyennes qui ont été abandonnées quelque part à la spéculation, et d'un autre côté, de projets qui ont été que des projets immobiliers. Et donc, nous souffrons d'un déficit fort d'écoles, d'équipements publics, de gymnases, dans tout un secteur de la ville, puisque en fait, on a déplacé les habitants grenoblois. Donc, il y a maintenant un grand nombre de logements vacants, 7000 dont 4000 réutilisables, dixit l'adjointe au logement, et nous avons
aujourd'hui, avec la loi Duflot, qui est une bonne loi, je vous le confirme, nous avons l'opportunité de contractualiser avec les propriétaires, nous avons l'opportunité d'aller vers la rénovation, qui est l'avenir à la fois en termes d'emploi, en termes de logement, en termes également environnemental. Jérôme Saffar, la concertation a manqué peut-être sur certains projets, notamment le projet d'Esplanade. Je vois que dans votre programme, vous souhaitez également mettre en place une consultation citoyenne. Ça a un lien avec ce qui s'est passé? Non, nous mettrons d'abord un comité local d'urbanisme en place pour justement que ce sujet-là soit traité sérieusement, parce que je pense que ça mérite autre chose que des slogans lancés ici ou là. La deuxième chose, c'est que nous mettrons en place, et avec une résolution très forte, le projet de loi porté par Cécile Duflot, projet de loi Allure, avec, je le rappelle, un objectif de 25% de logements sociaux sur le territoire. Ça peut gêner certains ici, mais c'est indispensable. Le public qui est ici, en proportion, 70% du public présent ici est sûrement aujourd'hui bénéficiaire potentiellement de logements sociaux. Donc moi, je veux bien tout entendre, mais il faut qu'on regarde justement comment nous répondons à la demande de logement public. Deuxième chose, nous sommes en train d'avoir une réflexion sur la densité qui nous permet aussi de créer des espaces verts. On parle de l'Esplanade, un parc de 6 hectares, personne n'en parle. On parle de Flaubert, un parc supplémentaire, personne n'en parle. On parle de Tesser et du renouvellement urbain. Qui parle du parc de Ouagadougou? Peut-être que ça n'est pas un endroit où certains veulent aller, mais très sincèrement, les espaces verts aujourd'hui font partie justement de cette politique-là. Enfin, et je terminerai, la densité, c'est quelque chose qui est très important socialement et en termes de déplacement, on va sûrement y venir tout à l'heure. Nous compactons justement les réseaux de déplacement, nous compactons aussi les réseaux de chaleur et donc l'énergie et le coût de l'énergie, et surtout, nous permettons à chacun d'entre nous d'être proche de nos services publics, de nos équipements et même de nos emplois. Ça, c'est extrêmement important. Je termine, si vous voulez bien, Monsieur Deville, sur les espaces verts. Ne créons pas d'étalement urbain qui demain gâcherait le jardin naturel des Grenoblois, cet environnement formidable qui est le nôtre en matière de montagne. Je voudrais qu'on continue C'est aussi l'objectif. ce débat sur la participation des habitants à la transformation de leur quartier. Tous, vous avez des propositions justement pour un certain nombre de signatures qui amèneraient soit des pétitions, soit des délibérations en conseil municipal. Je me suis dit, c'est très fort dans votre programme. 8000 signatures et on peut faire voter une délibération. Ça veut dire, non, 8000 signatures, un référendum. Ça veut dire concrètement que le dossier de l'Esplanade n'aurait pas pu être imposé aux Grenoblois de cette manière-là. 8000 signatures, c'est 10% du corps électoral. Ça signifie qu'il y a une volonté des Grenoblois, soit pour s'opposer à un projet, et là, il y a beaucoup matière avec la municipalité actuelle, soit aussi pour proposer, parce qu'il faut faire confiance aux Grenoblois, à leur intelligence collective pour porter des projets d'intérêt général. Eric Peul, vous aussi, la démocratie participative, dans votre programme, il y a 2 mesures, 2500 signatures pour inscrire une délibération à l'ordre du jour du conseil municipal, 8000 signatures pour une votation citoyenne. C'est un élément fort de votre programme, ça, la démocratie participative. Oui, parce que de fait, nous portons une liste qui a émergé d'habitants qui ont construit leur projet, et les soutiens de mouvements politiques n'est venu qu'après. Donc nous avons cette fraîcheur et nous savons que la majorité des Grenoblois et des Grenobloises aujourd'hui se méfient au mieux des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques. Donc il faut retisser la confiance, et c'est un moyen de retisser la confiance, c'est un moyen de dire aussi que nous serons dans la relation aux habitants beaucoup plus proches. C'est également un moyen de rappeler que si je suis élu maire le 30 mars, ça ne sera sans doute qu'avec pas loin de un peu plus de 10% de la population grenobloise qui aura choisi notre liste au premier tour, et que donc si c'est l'approbation d'un cap, ce n'est pas non plus la validation de tout ce que nous proposons. Jusqu'où peut aller le contrôle de la population sur des gens qu'il a élus? Denis Bonzi, dans votre programme, vous souhaitez, vous, que la population puisse révoquer le maire au bout de 2 ans? Exactement. C'est la seule façon pour qu'il y ait un retour de confiance dans l'engagement public. Mais au-delà du pouvoir de révocation, je crois qu'il faut avoir conscience de la monstruosité même de la question. Parce que la question n'est pas de savoir comment on peut associer les citoyens entre 2 élections, c'est comment dans une démocratie est-il imaginable que des citoyens soient privés de pouvoir entre 2 élections. Donc c'est une absolue nécessité que de réintégrer les citoyens en permanence dans le circuit du pouvoir entre 2 élections, et la reconnaissance la plus forte de cette nécessité, c'est le pouvoir de révocation. Madame Dorano, vous, c'est 10 000 signatures pour aussi un référendum. La population aussi doit pouvoir contrôler l'action d'une municipalité que globalement elle a quand même élue.
Oui, mais sur des grands projets comme l'Esplanade, je ne dis pas qu'il faut consulter pour n'importe quel projet, mais des grands projets comme ça a été d'ailleurs fait pour le tramway, je pense qu'effectivement les Grenoblois ont leur parole. Enfin, je pense qu'ils doivent, ils doivent s'exprimer sur les projets, effectivement, et sur les grands projets pour l'avenir de Grenoble. Philippe de Langevin ? Oui, vous savez, c'est moi qui ai introduit en 2008 cette proposition de 8000 signatures pour saisir le conseil municipal. C'est une réalité. C'était mon programme de 2008. Et ça a été effectivement fait puisque l'Esplanade, le conseil municipal, a été saisi de la question de l'Esplanade. Pendant ce mandat, j'ai dû faire 600 à 700 réunions publiques. Je dois être l'élu qui a fait le plus de réunions publiques, notamment en matière d'urbanisme, dans d'autres domaines aussi. La population, on a discuté, on a consulté. Ce sont des sujets difficiles. Et c'est vrai que sur certains sujets, il faut qu'il y ait une consultation plus large, qu'on fasse, je dirais, sortir les gens de chez eux, puisque dans les réunions publiques, c'est toujours un peu les mêmes qui viennent. Il y a d'autres gens qui ne s'expriment pas, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc je pense qu'il faut mettre en place des nouveaux outils de communication et d'expression. Et puis je pense qu'il y a une demande très forte des habitants, qui est qu'on explique davantage pourquoi et comment les décisions sont prises. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent la motivation d'une décision. Quand les élus décident, c'est leur rôle. Révoquer le maire tous les 2 ans, c'est bien, mais s'il faut refaire des élections municipales tous les 2 ans, vous voyez dans quelle situation on va se trouver. Il faut que les gens puissent s'exprimer, que les gens comprennent pourquoi les élus prennent des décisions, parce qu'on a aussi parfois des contraintes financières, des contraintes réglementaires ou administratives qui font qu'on est obligé de prendre telle ou telle décision. Ça, c'est important. Il faut que les gens puissent effectivement se dire, les élus ont choisi, c'est leur rôle, mais ils ont choisi sur des critères qui sont précis, qu'on connaît et qu'on peut éventuellement discuter. C'est ça qui crée la confiance ou l'absence de confiance entre les citoyens et les élus. Jean Safar ? Bien, nous sommes fixés sur 20% des électeurs demandant une consultation, et cette consultation se met en place sans seuil après de participation pour savoir d'ailleurs si on prend en compte le résultat parce qu'on veut faire simple. Moi, j'entends ici que certains arrêteront l'Esplanade. Je pense donc qu'ils le feront après une consultation s'il y a évidemment 8000 Grenoblois qui le leur demandent. Parce que c'est assez amusant d'entendre dire qu'il n'y a pas de débat démocratique et d'annoncer tout de suite qu'on arrête un projet de développement urbain. Enfin, je veux quand même dire les choses. En termes de signal de développement de la ville, y compris de développement économique, demain, comment expliquer à des investisseurs qui souhaiteraient s'implanter à Grenoble que face à une difficulté, elle a existé sur l'Esplanade et elle existe sur tous les projets urbains, on a choisi surtout de ne pas développer la ville et on s'est arrêté. Eh bien, je vous donne le résultat. L'investisseur ira sur un territoire qui, lui, verra les élus assumer leurs responsabilités et non pas se défiler justement face à ces difficultés-là. On va clore donc ce thème pour en ouvrir un troisième, mais avant d'ouvrir ce troisième, donc une nouvelle interview d'une des têtes de liste qui n'est pas présente sur ce plateau. J'ai fait le lancement juste avant à la place de Catherine Brun, donc le lancement est fait. On écoute Gérard Excoffon au micro de Jordan Guéant, donc soutenu par le Parti ouvrier indépendant. Le problème de la métro, c'est que ce n'est pas un choix de la part des communes de s'associer librement. Ensuite, la métro n'a strictement rien apporté de plus à Grenoble, si ce n'est des impôts nouveaux, comme les ordures ménagères par exemple. La métro aussi décide de changer les contrats de travail. Vous avez pu voir ça pour la déchetterie, où il y a eu une manifestation des employés de la déchetterie, et parce qu'on voulait changer leur statut. Donc, de petit à petit, de service public, nous passons à service privé. La réforme Payon, qu'applique doctement M. Destaut et le conseil municipal depuis le début, c'est une réforme nationale. Donc on s'aperçoit que la population grenobloise subit les conséquences des politiques nationales menées par le gouvernement Hollande-Hérault. Donc nous voulons inviter, notre liste d'unités veut inviter la population de Grenoble à résister à ces attaques de destruction de l'école républicaine, de destruction de la commune, ce qui fait la base même de la République. Autrement dit, à travers la réforme des rythmes scolaires, la réforme Payon, à travers l'intercommunalité forcée, le gouvernement Hollande-Hérault cherche à détruire purement et simplement ce qui fait la République et aussi la démocratie. On va aborder donc le troisième thème de cette émission. On souhaitait vous entendre sur la question des déplacements, des transports. Vous le savez, la ville de Grenoble est tristement célèbre pour ses embouteillages. D'ailleurs, elle vient de se hisser sur le podium en 3e position d'un classement derrière Paris et Lyon, le classement du nombre d'heures perdues dans les bouchons, 42 heures par an perdus dans les bouchons selon cette étude de l'INRIX, qui était un spécialiste de l'aide à la conduite. Alors avant d'entendre vos propositions sur la question, un témoignage, celui d'un
patrouilleurs de France Bleu Isère qui aident chaque matin les auditeurs à faire la route ensemble en essayant de déjouer les pièges du trafic. Il s'agit d'Éric Chevalier qui est avec nous. Éric Chevalier, bonjour. Oui, concrètement, donc vous, les bouchons, vous les subissez tous les jours. Voilà, donc bonjour messieurs, dames. Je subis effectivement les bouchons tous les jours, dans tous les sens de circulation possibles sur l'agglomération. J'aurais un chiffre à citer, tout simplement 45. 45 minutes pour aller de l'hôtel des Diguières à la gare de Grenoble vendredi dernier. Et donc c'est un trajet très très court et en plein centre-ville. Voilà. Normalement, ça se fait en 5-6 minutes. Ceci dit, vous faites aussi des trajets à l'extérieur de la ville de Grenoble. Voilà. Et qu'est-ce que vous constatez? Ça empire à chaque fois ou il y a une amélioration? En fait, on peut constater que souvent, les mardis et jeudis sont très très chargés. Éventuellement le vendredi soir aussi, bien sûr. Et pour faire la liaison, comme je fais avec mon car de Voreppe-Visil, bien souvent, on peut arriver à avoir 15-20 minutes de retard sur une ligne qui fait 1h15. Est-ce qu'il y a de plus en plus de passagers dans vos bus? Est-ce que les gens sont enclins à prendre le transport en commun ou au contraire, malgré ces bouchons, ils continuent à prendre leur voiture? Alors malgré les bouchons, il y a encore pas mal de gens dans leur voiture. On voit beaucoup de gens seuls dans les voitures. Mais avec l'arrivée de Visil dans l'agglomération de Grenoble, on a un tarif de transport en commun qui a sensiblement baissé au tarif unitaire. Donc petit à petit, les gens viennent dans le bus, mais ça prend du temps et c'est frémissant. Ce n'est pas encore significatif. Merci, M. Chevalier. Alors, on va en parler tout à l'heure de la tarification des transports en commun. La vraie question, comment résorber les embouteillages à Grenoble? On l'a dit, c'est une question récurrente. Alors, on a regardé, on a épluché vos programmes. Mireille Dornano pour le Front National. Vous souhaitez ressusciter le tunnel sous la Bastille, creuser à nouveau un tunnel? Non, je dis qu'il faut reprendre effectivement ces études parce qu'on ne pourra pas... Mais vous savez comment ça s'est terminé la dernière fois, hein? Un avis défavorable du commissaire enquêteur. Oui, mais je pense qu'il faut revoir la question parce qu'on ne peut pas continuer à arriver à Grenoble. On prend, par exemple, je vous donne un exemple, je pars de Lyon, j'arrive à Grenoble à 3 quarts d'heure et puis après je mets 3 quarts d'heure pour aller chez moi alors que j'habite c'est très proche, si vous voulez, vers la place Gustave-Ribet et je mets 3 quarts d'heure aussi pour arriver. Donc ça, c'est insoutenable. Déjà aussi au niveau économique, les entreprises ne veulent plus venir à Grenoble parce que ça n'est pas pensable, si vous voulez. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Effectivement, c'est peut-être à revoir cette rocade nord. Je ne sais pas encore de quelle façon, mais je pense qu'il faut quand même refaire des études, peut-être pour voir. Et ensuite, je pense qu'il faut faire la réfection de l'échangeur du Rondeau. Ça, c'est une chose qui allégera considérablement les temps de transport pour tous ceux qui passent à la sur la Rocotte. Et la troisième voie sur la 480. Absolument, oui, tout à fait. Et puis, ah non, pas dans le vôtre, Eric Piolle. Concernant la gratuité des transports, je ne pense pas que ça soit une bonne solution parce que la fiscalité augmenterait obligatoirement, étant donné qu'il faut bien trouver cet argent quelque part. Moi, ce que j'ai préconisé quand même, c'est la gratuité des transports pour les personnes handicapées, parce que je pense que c'est important. Voilà. Eric Piolle, donc vous n'êtes pas pour la troisième voie sur la 480. S'il y a des bouchons dans Grenoble, c'est la faute des écologistes. On favorise les bouchons pour qu'ils prennent les transports en commun. C'est ça, c'est les écologistes qui achètent plein de voitures partout et qui les mettent sur les routes pour faire des bouchons. Je pense que c'est exactement ça. Non, je pense qu'en matière de déplacement, nous avons un choix clair à faire. Ou bien nous continuons une année sur deux à annuler le cross scolaire des enfants, ou bien nous changeons vraiment, c'est ça que vous nous changeons vraiment de méthode. Pardon ? En raison de la pollution, c'est ça? En raison de la pollution, oui, le cross est annulé en raison de la pollution. Et je pense que ceux qui veulent élargir la 480, faire passer les camions sous nos fenêtres, prolonger avec la 51 et faire une deuxième vallée du Rhône, je pense que c'est une erreur, des projets anachroniques. Et nous avons déjà perdu plus de 10 ans dans ces batailles autour de la Rocade Nord, qui a coûté quand même un fric absolument énorme d'argent public gaspillé. Et donc nous devons anticiper maintenant les déplacements du futur. À l'heure qu'il est, nous devrions être en train de penser un tram-train vers Moiran, un tram-train vers Crolles, un tram-train vers Visil. La voiture a sa place dans Grenoble pour vous, dans l'agglomération? Bien sûr, on a tous besoin d'une voiture à un moment donné. Il y a les 3/4 des foyers qui en ont, donc c'est pas tout le monde. Mais pour des problèmes de covoiturage, des problèmes de travail, des problèmes d'horaires décalés, donc il faut bien développer cette offre de transport alternatif avec une vraie volonté politique qui permette que ceux qui utilisent leur voiture puissent circuler dans des conditions acceptables. Le tracé que dénonce Eric Piolle de deuxième vallée du Rhône, c'est ce que vous souhaitez de Chabussi en finissant l'axe, la 51 de Grenoble-Sisteron alors? C'est un autre sujet et c'est vrai, vous avez raison de souligner que Grenoble a manqué tous les grands rendez-vous des grandes infrastructures de transport.
aujourd'hui est enclavée. Nous n'avons pas la 51, nous n'avons pas de liaison TGV vers Grenoble, et tout cela a un impact considérable sur les questions de l'emploi. Les embouteillages, évidemment, font perdre de l'emploi à Grenoble. Et c'est aussi effectivement un enjeu de santé publique, parce que le bon sens de chacun comprend que plus les voitures avancent de manière chaotique et lentement, évidemment, plus elles émettent de pollution. La fluidité du transport automobile, c'est par l'élargissement de la 480 et la requalification des changeurs du rondeau, c'est un enjeu de santé publique. Mais au-delà, parce qu'il ne faut pas avoir une vision, il faut marcher sur ses deux jambes. C'est ce qu'on n'a pas fait ces dernières années. Il faut avoir développé un certain nombre de voiries pour l'automobile. Il faut aussi innover sur les transports en commun. Il faut développer le transport par câble, qui se développe partout dans le monde, sauf à Grenoble, alors qu'on a le siège de Poma. C'est incroyable. La majorité actuelle veut faire du transport par câble pour aller dans le Vercors. Il y a 7000 véhicules jour. Nous pensons que la priorité, l'enjeu, c'est entre le péage de Vorep et la gare de Grenoble, où il y a 80 000 véhicules jour, ou entre le Grésivaudan et le Stade des Alpes, qui sont les deux segments les plus embouteillés à l'entrée de la ville. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est compatible surtout avec notre projet de diminution de la dépense publique, parce que le transport par câble, c'est 5 fois moins cher à l'investissement que le tramway. C'est crédible, Denis Bonzi, d'après vous, le transport par câble pour désengorger Grenoble? C'est probablement un moyen parmi beaucoup d'autres. Tout à l'heure, Éric Piolle évoquait 10 ans de retard. En réalité, nous avons 20 ans de retard. Et nous avons 20 ans de retard parce que le consensus qui a existé, j'ai ici le livre blanc qui avait été adopté dans les années 90 par les élus socialistes et apparentés des communes de l'Agglo, à sa page 13, ce qui était évoqué tout à l'heure, faisait consensus. Et pourquoi le consensus a-t-il été cassé ? Du tunnel. Oui, l'ensemble des voies de contournement de Grenoble, nord, sud, tous ces aménagements-là. Parce qu'un ostracisme absolument intolérable a été lancé contre l'automobile et contre les réalités. Et justement, une politique efficace, c'est une politique qui accepte les réalités. Il faut donc que l'automobile ait sa place dans la ville, toute sa place dans la ville, que les déplacements doux, comme les cycles, soient acceptés avec une vraie tolérance sur la totalité des dispositions. Dans tous les programmes, on retrouve le développement du vélo. L'enjeu n'est pas d'inscrire un principe. Peut-être pas dans la même échelle. L'enjeu, c'est d'aller dans les modalités. Par exemple, toutes les zones de rupture au niveau des pistes cyclables font que la place du vélo aujourd'hui est considérablement insuffisante. Il y a un dispositif global à prévoir. Il faut mieux accepter les réalités. Dans votre programme, Jérôme Safar, il y a un engagement de baisser de 30% les gaz à effet de serre. Comment vous allez y arriver ? Mais déjà parce qu'on a commencé à le faire. Donc quand on a commencé à faire ce travail-là, on sait comment on chiffre les choses. Moi je pense que, je le dis très clairement, puisqu'on était tout à l'heure sur les consultations citoyennes, si nous avions organisé une consultation citoyenne avec un nombre de signatures dont je ne doute pas sur la rocade, je ne suis pas certain qu'ici nous aurions le même débat. Je veux dire aussi ici que nous l'avons aujourd'hui à un moment où la crise économique frappe. Je suis frappé, moi, en effet, d'entendre des entreprises qui me disent faire Fontaine-Mélan, c'est compliqué, pas seulement ce qui s'est passé vendredi dernier et qui était très exceptionnel, même si ça arrive aussi. On fonctionne mal autour de Grenoble, on fonctionne mieux dans Grenoble en termes de circulation. Il faut aussi regarder comment nous allons innover demain en termes d'outils justement de déplacement. Les véhicules du futur, le véhicule iRoad qui va être bientôt disponible, les COMS, le fait que nous aurons aussi demain à regarder comment nous organisons la place des véhicules à hydrogène, les bus, mais aussi ceux qui ramasseront sans doute pour Atanor demain nos ordures ménagères et donc qui pollueront moins et qui remplaceront l'attraction animale, puisque j'ai lu que c'était aussi dans un programme. Pourquoi pas, après tout, revenir aux chevaux et aux bœufs. Mais je crois qu'il faut quand même aussi dire deux choses. Nous avons une nouvelle gare dans les années qui viennent. Il faudra se battre pour une desserte ferroviaire renforcée et regarder avec Lyon, avec Genève, avec Chambéry, comment nous pouvons, Valence aussi, organiser les déplacements intercités. C'est extrêmement important. Jérôme, un mot peut-être de la tarification, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous êtes pour la gratuité dans les transports en commun, ce qui pourrait convaincre un certain nombre d'usagers de la route ce qu'on trouve dans le programme de Langevial pour les moins de 25 ans, et ce qu'on retrouve aussi dans les programmes quand il y a des pics de pollution. Je ne peux pas répondre aux questions qu'on me pose. Ah pardon. Excusez-moi, mais la gratuité totale aujourd'hui, elle aurait un coût de 31,5 millions. Nous sommes pour la gratuité au moment des pics de pollution. En ce moment, nous vivons un pic de pollution. Environ 80 000 euros par jour, si on regarde les choses brutalement. Mais la gratuité aujourd'hui étant donné l'état financier du SMTC totalement,
que je rappelle, avec des collectivités qui ne pourront pas allonger à chaque fois la dotation qu'elles donnent aujourd'hui, aurait deux impacts, une augmentation des tarifs et une très grande mise en difficulté du SMTC avec une absence de développement du réseau de transport en commun à la suite de tout cela. C'est intéressant, les représentants du Parti communiste qui sont dans la salle et qui sont sur la liste de M. Safar défendent la gratuité. Mais parce que j'accepte le débat, M. Chameroy. Ils ont donc compris le poids qu'il représentait dans les décisions politiques de la liste que conduit M. Safar. Nous défendons la gratuité des transports publics dans le centre élargi. Aujourd'hui, le SMTC, il est financé à 17% par les abonnements et par les tickets que les usagers achètent. Donc on peut réduire cette part. Les grands investissements, notamment par le choix des investissements de l'avenir. Parce que je l'ai dit, nous, maintenant, nous considérons que l'enjeu, c'est le câble. Et le câble, il nécessite des coûts d'investissement bien moindres que le tramway. C'est la raison pour laquelle la gratuité dans le centre élargi, c'est finançable. Gratuité totale, partielle, Denis Monzi? En ce qui nous concerne, c'est très simple. La gratuité n'existe pas. Parce que ça, c'est la magie des mots. La gratuité, elle n'existe jamais pour le contribuable. Exactement. Donc non à la gratuité et surtout pas une usine à gaz pour les pics de pollution. Sur ce sujet, on voit bien en fait deux choses. Sur la question de la pollution, où nous avons proposé dès le mois de décembre d'être en gratuité des transports en commun dès les premiers seuils d'information, pas quand on est en pic, c'est trop tard. On retrouve cette proposition dans certaines listes, mais en fait, elle devrait être dans leur bilan, pas dans leur projet. On est là totalement en termes anachroniques dans cette vision de la politique qui subit et qui n'anticipe pas. Sur la question de la gratuité et de l'expérimentation de la tarification, puisque notre question c'est comment on fait basculer les nouvelles habitudes, comment on anticipe. Sur les 18-25 ans, ça coûte 3,8 millions d'euros. Pour vous donner une idée, les études sur la Rocade Nord ont coûté 40 millions d'euros. C'est le financement de 10 ans de cette mesure. C'est l'heure maintenant de diffuser la troisième interview. Philippe de Longalvi, juste un mot sur la gratuité peut-être? Je ne suis pas intervenu du tout sur ce thème. Alors, rapidement, Philippe de Oui, Longalvi, mais je crois que l'enjeu, ce n'est pas la gratuité ou pas dans les transports en commun. L'argent, la recette des transports, elle sert à entretenir le réseau. Et un réseau qui fonctionne bien, c'est un réseau que les gens vont utiliser. Le vrai enjeu, c'est la question de santé publique que constitue aujourd'hui la pollution à Grenoble. Plus de voitures, c'est plus de problèmes de santé. 4 millions de cas d'asthme en France chaque année. 1 million de bronchite aiguë chaque année. C'est un vrai problème de santé publique. Je pense que tout le monde y est sensible. Oui, mais il faut réduire la place de la voiture en ville. Il est temps donc de lancer la troisième interview de la dernière tête de liste candidate à Grenoble. Il s'agit bien d'un jeune, le Benjamin, 27 ans, Lassène Benmaza, qu'on avait appris à connaître lors des dernières élections législatives. Il était candidat sur la 3e circonscription de Michel Bestot et il avait recueilli 177 voix. On l'écoute au micro de Jordan Guéant. Nous voulons mettre la transparence à Grenoble, car on considère que l'opacité de cette municipalité est tellement énorme qu'on ne voit plus où va la ville, où va cette politique. Donc on veut vraiment réengager les citoyens grenoblois avec la politique, réconcilier tout ça grâce à la transparence. Qui dit transparence, dit honnêteté. C'est-à-dire, vous supposez que la mairie sortante n'est pas forcément honnête ou transparente? En quoi elle ne serait pas transparente? Écoutez, on voit dans tous les dossiers qui ne sont pas mis à disposition des Grenoblois, même si certains sont mis à disposition, mais pas tous les dossiers. Et on voudrait avoir un peu plus de visibilité sur ces dossiers-là et pouvoir aller en profondeur et étudier vraiment concrètement ces dossiers. Alors, aux législatives, vous aviez fait 177 voix. Qu'est-ce qui donne l'envie de repartir avec un score qui, il faut bien le dire, est quand même assez faible? C'est clair, c'est assez faible dans un sens, mais dans un autre, c'est aussi encourageant. Sans parti, sans financement, sans notoriété, sans rien du tout, sans faire 177 voix, c'est énorme. Mais aujourd'hui, on a réconcilié déjà les Grenoblois un minimum avec la politique. Nous avons 59 noms, et pas que, parce qu'on a les soutiens aussi autour de nous, qui nous soutiennent, qui nous poussent. Juste pour ça, on veut continuer le combat avec la politique, on veut continuer l'engagement politique. Alors on a parlé beaucoup de propositions, on va faire un rapide tour de table avant le journal de midi sur combien ça coûte. Oui, la fiscalité, il nous reste très peu de temps, mais c'est vrai qu'on a envie de vous entendre là-dessus. Grenoble a été pointée comme l'une des villes où les impôts locaux sont les plus élevés de France. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous vous engagez à baisser les impôts si vous êtes élu? Eric Piolle. Nous nous engageons à maintenir le niveau d'imposition actuel et à le maintenir également dans le cadre de la métropole.
Ce que nous pouvons dire, c'est que des promesses avaient été faites en 2008, que de fait, il y a eu une hausse d'impôts majeure de 9%, et qui a été suivie en plus par une hausse des indemnités des élus, également très importante, puisqu'elle s'agissait là de 25%, donc des règles que personne dans la vie quotidienne de monsieur et madame tout le monde ne s'applique. Donc nous reviendrons sur cette hausse des indemnités des élus, ne serait-ce que pour retisser là aussi la confiance et pour s'appliquer tout bêtement les règles qu'on peut s'appliquer dans la vie quotidienne. Mireille Dornano, vous avez la même chose dans votre programme, vous Oui, une baisse significative des impôts. D'ailleurs, comme vous savez, mes deux axes prioritaires, c'est la fiscalité et la sécurité pour Grenoble. Donc, Je vais dire la même chose, vous revoyez aussi à la baisse la rémunération des élus et d'ailleurs le nombre d'adjoints. le nombre d'adjoints. Non, c'est les adjoints, pas du tout, c'est pas vous spécialement. 22, on passerait à 10. Hein, et oui, mais on peut passer à 3 aussi. Il nous reste moins d'une minute. Denis Bonzi, sur la baisse des impôts, vous engagez à baisser les impôts, vous ? Tout à fait, c'est la proposition 80 de notre programme et elle donne lieu, s'il n'y a pas application, au pouvoir de révocation. Mathieu Chamussi ? Le problème, c'est que dans le même temps, l'État, le gouvernement qui soutient M. Safar, diminue considérablement les dotations des collectivités qui représentent une part importante de son budget. C'est la raison pour laquelle, et moi, contrairement à M. Safar, qui a fait le contraire de ce qu'il avait dit, il avait dit qu'il n'augmenterait pas les impôts, il les a fortement augmentés, je ne prends que les engagements que je suis sûr de pouvoir tenir. L'engagement que je suis sûr de pouvoir tenir, c'est de ne jamais augmenter les impôts durant les 6 prochaines années. Et si nous le pouvons, alors oui, nous les diminuerons. Nous aurons la position de M. Safar et M. Delangeal juste après le journal, puisqu'il est pile midi. Donc tout de suite, le journal présenté par Bernard Portugal et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce flash de la mi-journée et on commence avec le bonheur et le sourire de Marie Bochet. La skieuse savoyarde qui est licenciée dans le Beaufortin a décroché ce matin la médaille d'or de la descente aux Jeux paralympiques de Sotchi. Elle a réalisé une course parfaite et s'est imposée devant une Russe et une Américaine. Marie Bochet, vous le voyez, qui a 20 ans et qui est née avec une malformation de l'avant-bras gauche. Elle possède déjà un palmarès exceptionnelle avec 7 titres de championne du monde. On l'écoute, elle a été interviewée ce matin par David Sandona à Sotchi. C'est complètement dingue. Moi, mon objectif aujourd'hui c'était d'arriver en bas, pour moi c'était déjà une victoire vu les 2 entraînements que j'ai fait, donc c'est vrai que voilà, je suis arrivée en bas, j'étais contente, j'avais pas vu mon temps mais j'étais déjà contente et vraiment satisfaite de ma course. Et puis la médaille d'or au bout, en descente, voilà, c'est juste énorme. C'est pas la discipline dans laquelle je me sens la plus à l'aise, donc voilà, c'est que du bonheur. Et ce n'est peut-être le début que d'une série, ça va peut-être s'enchaîner. Eh ben on verra, on va prendre les courses les unes après les autres. Je vais déjà bien profiter de celle-là. J'ai un jour de repos pour me reconcentrer sur la suite. Mais en tout cas, ça commence vraiment bien et je suis vraiment très contente de mon résultat aujourd'hui. Voilà, et l'actualité, c'est aussi le chassé-croisé des vacanciers sur les routes de notre région. La circulation est très dense ce matin. Vous le voyez, sur les principaux axes d'accès aux stations de ski, il y a des bouchons. La journée est classée noire en Rhône-Alpes. Ça coince en ce moment à plusieurs endroits. Il y a 12 km de ralentissement sur la 43, peu après la Tour du Pin. D'autres difficultés sont recensées à la Motte-Servolex, notamment près de Chambéry. 4 km de ralentissement et puis 10 km de bouchons signalés en direction des stations de Loisan. Et puis au chapitre social, le collectif Stop Bugey, accompagné d'une dizaine d'associations antinucléaires, se mobilise aujourd'hui pour demander, je cite, un arrêt programmé de la centrale du Bugey. Une manifestation qui se déroule autour de plusieurs ronds-points dans la région à l'occasion de l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima. On va écouter Bertrand Nouvelot de Greenpeace. Cette centrale déjà fait partie des plus anciennes puisque c'est la 2e plus ancienne après Fessenheim. Ensuite, elle est située dans une zone où vous avez par exemple le barrage de Vouglan qui est sur l'Ain. Et on sait qu'en cas de rupture de ce barrage, vous allez avoir une énorme vague qui va déferler 5 heures après sur le Bugey et qui va créer une vague de 9 mètres. Donc on peut très bien se retrouver avec une configuration assez proche de celle de ce qui s'est passé à Fukushima. Vous avez également à côté de cette centrale une zone Seveso, très près, à quelques kilomètres. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir interaction entre des accidents de la centrale et puis des entreprises qui sont sur ce site Seveso. Allez, on retrouve tout de suite Christian Deville pour la suite de notre débat.
Merci Bernard. Retour donc sur le plateau de La Voix est libre, installé sur la scène du grand amphithéâtre de MC2 à Grenoble. On s'était arrêté sur la fiscalité, donc maintenant on attend la réponse de Jérôme Saffar et Philippe de Longevial. Jérôme Saffar, vos engagements en termes de fiscalité? Si vous me permettez, je note quand même que tous ceux qui pendant 6 ans ont réclamé à corps et à cri une baisse des impôts vont travailler à budget constant potentiellement pour le prochain mandat, juste comme ça. Sur la baisse de la fiscalité, nous nous engageons, nous, à faire un travail sur la taxe foncière, qui aujourd'hui, très clairement, en termes de niveau à Grenoble, est très élevé, pour ne pas dire trop élevé, et surtout à avoir un pacte de stabilité fiscale, parce que la métropolisation va faire que des services de la ville vont passer à la métropole. La mutualisation que nous devons mettre en place doit être utilisée pour les Grenoblois pour qu'ils ne payent pas 2 fois le même service. La taxe foncière, pourquoi? Parce que les propriétaires les plus âgés aujourd'hui ont du mal à faire face et parce que ça a aussi un impact, par exemple, sur les loyers de nos commerces en centre-ville. Philippe de Longevial. Oui, je crois qu'il faut amorcer d'abord la stabilisation, puis la baisse de la fiscalité, puisqu'il y a des familles vraiment qui n'y arrivent plus. Et il faut le raisonner à périmètre global, celui de la métro, de la ville, mais aussi de toutes les fiscalités annexes qui existent, parce qu'il y a beaucoup d'impôts qu'on paye parfois sans le savoir. Donc il faut mettre tout ça sur la table. Il y a aussi un autre problème qui est la mauvaise répartition de la fiscalité dans la ville, entre les différentes communes de l'agglo. Donc il y a des grandes disparités en matière de fiscalité qui expliquent aussi le mécontentement des Grenoblois. Vous évoquez la métro, et justement on a une question à vous poser, on voudrait vous entendre les uns les autres là-dessus. La métro va devenir, vous l'avez dit, une métropole. Question toute simple, est-ce que d'après vous le maire de Grenoble a vocation à devenir le président de la métro? Philippe de Longevial, vous aviez la parole. Oui, je crois que le maire de Grenoble a vocation, en tout cas au moins autant que les autres maires de l'agglo, et peut-être davantage, puisqu'aujourd'hui la ville de Grenoble, 1, c'est la ville-centre, 2, c'est la ville qui aussi mène les plus grands projets, et je pense qu'elle a beaucoup à apporter à la métropole. Donc il me paraît pas choquant que le maire de Grenoble soit aussi président de la métropole. Éric Piolle, votre position sur cette Je me suis engagé à ne pas cumuler, et donc à ne pas cumuler d'exécutif. Donc je ne serai pas candidat à la présidence de la métropole, ni même à son exécutif. Il y a aujourd'hui dans les métropoles qui se préfigurent à peu près une métropole sur 2 qui est présidée par le maire de la ville-centre et une sur 2 qui ne l'est pas. Donc toutes les configurations sont possibles. Ce qui est important, c'est le travail collectif, c'est l'investissement des élus par le non-cumul des mandats. Et c'est ça qui est fondamental, là aussi, pour tisser un semblant de démocratie dans cette structure qui, pour l'instant, reste une structure de 2e niveau, sans parité et sans vraiment lien avec la population. Vous soutiendrez le maire d'une autre commune ou vous soutiendrez votre premier adjoint? Ah non, non, votre première adjointe, pardon. Nous verrons ce qui sort des urnes. Hein. La configuration, le vote qui a été fait à l'Assemblée et au Sénat fin décembre sur cette loi, non seulement a écarté la parité, mais a également écarté le suffrage universel direct. Donc on se retrouve dans des configurations, en fait, il n'y a pas de projet d'agglomération. Donc à ce stade, je pense que nous faisons campagne chacun avec une part de notre programme sur la métropole, mais il faudra voir après l'ensemble des conseillers communautaires et discuter du projet à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de capacité à avoir un ancrage démocratique de cette structure aujourd'hui. Je vais vous dire, l'important en politique, ce ne sont pas les postes, c'est l'autorité, c'est le poids politique. Et c'est le problème dans notre agglomération. Vous savez, aujourd'hui, Grenoble a perdu de l'influence au sein de la métro. On le voit bien sur les grands dossiers. Aujourd'hui, Grenoble supporte des charges de centralité parce que Grenoble, le maire de Grenoble, n'a pas l'autorité pour demander à l'ensemble des communes de l'agglomération de contribuer, de prendre leur part dans ces charges de centralité. Donc, ce n'est pas une question de poste, c'est une question d'autorité. Il faut que Grenoble retrouve toute sa place. Donc la réponse est oui, si on essaie de lire entre les lignes. Capitale des Alpes, ça a un sens. C'est l'identité. Grenoble, c'est le cœur de notre agglomération. C'est là que l'autorité politique doit être impulsée. Madame Dorano. Il me semble que ça doit être le maire de la ville-centre. Cela dit, nous en sommes aux élections municipales, alors il faut attendre déjà le résultat des élections. C'est un des chantiers majeurs des prochaines années. L'essentiel, c'est d'avoir une vision. La métro doit être remise à plat pour évoluer vers le sillon alpin et le représentant de l'exécutif grenoblois doit avoir la présidence de la métro. Juste, Jérôme Saffar, peut-être sur cette question. Moi vous avez déjà répondu, Jérôme Saffar. Ah non, je n'ai pas répondu sur cette question-là, je suis désolé. Moi, je suis très intéressé de savoir que Grenoble manque d'autorité, puisque quand même, le maire sortant, Michel Destaut, est un de ceux qui a obtenu que Grenoble devienne une métropole. C'est une chance pour nous tous. Et c'est une responsabilité pour le maire de Grenoble demain, non pas d'imposer avec autorité le poids de Grenoble, mais de favoriser la construction d'une métropole qui fasse que chacun sur les territoires se sente
solidaires d'une même identité. C'est ça le plus important. Donc nous verrons cette question, en effet, après les municipales. Avant de terminer là-dessus, on a entendu Xavier Escoffon, là, un des candidats, parler de sortir de la métro. Est-ce qu'aujourd'hui c'est envisageable de sortir de la métro ? Non, c'est totalement inenvisageable et en plus c'est pas du tout souhaitable pour la ville de Grenoble. Déjà on fait un premier pas vers la métropole qui est une forme de progrès en matière de cohérence urbaine. Mais c'est même impossible administrativement, juridiquement. Oui, c'est totalement impossible. Non seulement c'est impossible, c'est pas souhaitable, mais surtout il faudrait métropole, c'est bien gentil, mais quelle métropole ? Parce que c'est la question du périmètre. En réalité, la métropole des Alpes, son cœur de chauffe économique, il va du Voironnais au Grésivaudan, il va de Centre-Alpes à Crolles en passant par la presqu'île scientifique. Et puis c'est la question des compétences que l'on va prendre en responsabilité. Nous, c'est simple, pour simplifier les choses, nous ne voulons plus de départements et de régions au sein du territoire métropolitain parce que l'enjeu de la métropole, c'est aussi celui de la diminution de la dépense publique. Parce que si les impôts ont augmenté, c'est bien parce que la dépense a explosé. Donc, les compétences sont quand même fixées par la loi, au passage. Il y a des options, et vous savez que c'est dans le champ des options qu'il y a le plus de marge de manœuvre. On va terminer cette émission par un petit tour politique, Léopold. Alors peut-être une première question à Jérôme Safar. Si vous arrivez en tête au soir du premier tour, comme l'indique effectivement le sondage révélé cette semaine, est-ce que vous tendrez la main à l'un de vos adversaires? Je pense notamment évidemment à Éric Piolle. Écoutez, vous allez me laisser terminer ces 15 jours de campagne qui nous restent. D'abord, ne pas tomber dans une espèce d'organisation, j'ai entendu tout à l'heure, de primaire. Ce n'est pas ce que les Grenoblois attendent. Ils veulent savoir demain quel maire, en responsabilité, avec une équipe sérieuse, efficace, ils auront à élire. Donc nous verrons après les questions du premier tour, une fois que celui-ci sera passé. Je veux simplement dire deux choses. D'abord que notre premier rôle est de tisser les liens de confiance, et il y a du travail à faire ici, ailleurs, et c'est normal. Et de faire en sorte que nous puissions favoriser toutes celles et ceux qui créent sur le territoire et qui vont participer à ce que nous venons d'évoquer, qui est une chance formidable, qui est le passage entre autres à la métropole, mais pas seulement. Éric Piolle, on parlait donc du sentiment de Jérôme Safar vis-à-vis de votre liste et des possibilités d'union. Vous avez clairement laissé entendre qu'une union pourrait être possible, en tout cas que le rassemblement, vous étiez relativement favorable. Oui, je ne dévierai pas de mon objectif. Nous l'avons annoncé dès le début. Nous souhaitons être en tête de la gauche au soir du premier tour et de réparer ce qui a été fracturé quand Michel Destaut et son équipe ont fait le choix en 2008 de s'allier avec la droite, avec des anciens adjoints de Carignon, avec le président des Amis de Nicolas Sarkozy pour l'Isère. Donc nous assumons cette position. Il y a 15 jours de campagne et nous cherchons évidemment à convaincre les indécis, à continuer cette campagne dans cette belle dynamique et attendre après le choix des électeurs grenoblois. Ils ont le choix aujourd'hui de choisir un maire qui leur ressemble. Ils ont le choix de choisir une équipe à leur image. Et c'est ça qui est le plus important dans cette phase de campagne. Mais vous seriez prêt tout de même à transiger sur un certain nombre de propositions. On vous a entendu tout à l'heure, par exemple, sur la sécurité. Vous avez des avis radicalement différents. Donc est-ce que c'est possible de effectivement revenir sur des propositions qui sont les vôtres ? La réalité politique, c'est que quand si je me suis engagé en politique il y a 4 ans, c'est bien pour travailler avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord. Sinon, il ne faut pas faire de la politique. Si on veut rester juste sur sa ligne, sa propre ligne et ne pas bouger, on peut aller continuer à faire autre chose. Moi, je me suis engagé pour redonner de l'espoir, lutter contre le désenchantement, et je pense que c'est cela qui motive fortement notre liste. Et après, nous travaillons dans un espace politique. Je suis le seul sur ce plateau à pouvoir dire que je n'aurai pas d'adjoint de droite, ça c'est sûr. Mais je demande à la salle de ne pas trop applaudir sur les discours des candidats, pour que ça ne ressemble pas à un meeting. Madame Dornano, le sondage vous donne 9%, donc vous ne seriez pas qualifié au second tour. Oui. Si jamais vous avez les 10%, vous vous maintenez. Alors je vais vous dire, à l'heure actuelle, ça tombe très bien que vous me parliez du sondage parce que je pense qu'il est extrêmement minoré en ce qui concerne le Front National et je suis quasiment sûre que nous serons au deuxième tour. Et vous vous maintenez? Bien sûr, bien évidemment. Denis Bonzi, s'il vous plaît. Je réitère ma demande de ne pas applaudir. Denis Bonzi, votre position dans l'entre-deux tours, selon le sondage, vous ne seriez pas qualifié. Oui. Est-ce que vous donnerez des consignes de vote? Attendez, je crois que la situation est très simple. Le seul temps des Grenoblois, ce ne sont pas des testeurs éphémères antérieurs au 23 mars. Le seul temps des Grenoblois, c'est le 23 mars. Donc attendons le 23 mars. L'actuelle vie politique française est un tragique circus consternant
Et le score du 23 mars réservera beaucoup de surprises. Étape par étape, le soir du 23 mars, notre équipe, dans le cadre d'une décision collective, fera face à toutes ses responsabilités. Et je ne doute pas que nous aurons d'abord la responsabilité de l'espoir en étant particulièrement bien placés. Philippe de Langevial, 5% dans le sondage. Peu de chance donc d'être au second tour. Vous, non, c'est pas vous donnerez des consignes de vote? Non, mais je ne suis pas dans la logique de consignes de vote. Vous savez, moi, je suis centriste. Je suis dans cette élection municipale parce que je considère que les schémas traditionnels ne sont plus adaptés aujourd'hui à l'époque. Il faut faire bouger les lignes. Être centriste, c'est être dans l'équilibre, c'est faire travailler ensemble des gens qui sont de sensibilités différentes. 90% des gens de ma liste n'ont pas d'engagement politique. Ce sont des citoyens, des commerçants, des ingénieurs, des Grenoblois qui n'ont aucun engagement politique, qui veulent travailler pour leur commune. Donc il faut être ouvert. Moi, je verrais bien le score au soir du premier tour. Aujourd'hui, c'est un sondage. Il donne un état de l'opinion à un instant T. Je n'avais pas encore présenté ma liste. On verra comment les choses se passent. Vous êtes un centriste qui a fait toute une mandature avec Michel Destot. Oui, mais parce que aujourd'hui, aucun parti, le sondage le montre, aucun parti ne dépasse un tiers des électeurs. Aucun parti ne dépasse un tiers des électeurs. 34, me dit Jérôme, un gros tiers des électeurs. Donc on ne peut pas gouverner une ville, on ne peut pas gérer une ville avec un tiers des électeurs. Donc il faut bien associer un maximum de Grenoblois à la gestion publique. C'est l'intérêt de la ville et des Grenoblois, pas des partis politiques. Mathieu Chamessier, si Mireille Dornano avec le Front National ne se qualifie pas, est-ce que vous lancerez un appel aux électeurs du Front National? Attendez. Moi, je veux dire que je suis très choqué par tout ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre des candidats qui disent ça dépendra de mon score. Eh bien, moi, ça ne dépend pas de mon score. Ça dépend de mes convictions, voyez-vous. C'est ça ce qui nous différencie. Les formations politiques, est-ce que vous vous les formations politiques qui voulaient me soutenir l'ont fait, je les en remercie. Moi, je m'adresse et je discute avec les électeurs, avec les Grenoblois, tous, quelle que soit leur sensibilité, parce que je les respecte. Et c'est avec eux que nous bâtirons le Grenoble de demain. On va terminer, on en arrive à la fin de l'émission. On va terminer par deux petites questions, Léopold, très précises avec des réponses très très courtes, s'il vous plaît. Oui, on aimerait bien avoir votre avis à tous là-dessus. Grenoble, c'est particulier. Il y a un club de foot qui s'appelle le GF38 qui joue au Stade des Alpes. Il y a un club de rugby qui joue les premiers rôles au top 14. On sait que ça a fait polémique. 2 clubs dans 2 stades. Est-ce que c'est un modèle viable? Est-ce qu'il faut conserver 2 clubs dans 2 stades? Jérôme Safar? Oui. Philippe de Langevial? Oui, très clairement. Il y a deux clubs, 2 cultures différentes. Il faut 2 stades. Aujourd'hui, Grenoble est une terre de rugby depuis toujours. Aujourd'hui, le football est en 4e division. C'est une coquille vide, le Stade des Alpes, un peu, non ? C'est une coquille vide qui a coûté plus de 90 millions d'euros, là aussi contre une bonne partie des habitants. Donc le seul usage correct de l'argent public que nous pouvons faire, c'est évidemment d'y installer le club du rugby. Il faut discuter ça avec eux et c'est ce que nous faisons déjà depuis quelques mois. Oui, tout simplement. Attendez, la grande différence, c'est que nous, c'est parce que nous respectons la vie des professionnels. Mireille Dornano, oui, non? On verra. J'ai pas d'idée. Oui, absolument. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à notre invitation. La campagne ne fait que commencer. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur tous ces thèmes de campagne. En tout cas, la campagne, elle continue aussi sur France 3 Alpes avec un journal quotidien, dans le journal de 19h. On aura aussi une émission spéciale le 20 mars prochain aux alentours de 22h pour savoir tout sur le scrutin, ses enjeux dans les 3 départements alpins, ses modalités. La semaine prochaine, La Voix libre est transfrontalière avec le magazine transfrontalier de Fabrice Ségard, Suisse-Italie. N'oubliez pas les rendez-vous de l'après-midi de cet après-midi et demain matin sur France 3 Alpes. Moi, je voudrais terminer cette émission avec un grand merci à Jean-Paul Angot, le directeur de la MC2 et de ses équipes techniques qui nous ont beaucoup aidés à préparer cette émission. Un grand merci également aux techniciens de France 3 Alpes et au réalisateur Éric Pio. Je vous souhaite à tous une excellente après-midi. Vous êtes bien sur France 3 Alpes.